22 décembre 1944. Un sentinelle allemande se tient dans un brouillard si épais qu'il ne voit même pas ses propres bottes. 3 jours que cela dure. Aucun avion. Les Américains encerclés à Bastogne enfin. Puis il l'entend. Des moteurs. Pas un seul. Des dizaines. Le bruit grandit. Il saisit son fusil, scrute le blanc. Rien. Son chef de groupe crie dans une radio qui ne répond pas. Puis des formes métalliques qui tirent déjà. Toute la ligne défensive s'effondre en quelques minutes. Tout ce qu'on leur avait dit, tout ce qui avait un sens hier, s'achève dans le brouillard. L'auberge frété Klaus Ritter tape des pieds dans la boue gelée au sud de Bastogne. 20 décembre, 4e jour depuis le début de l'offensive, et tout se déroule comme prévu. Les Américains sont coincés dans la ville derrière lui. Les routes sont coupées. Le brouillard ne s'est pas levé depuis 3 jours, ce qui signifie aucun avion ennemi, aucune largage de ravitaillement, rien. Juste le froid, l'attente et le bruit lointain de l'artillerie qui martèle les positions américaines. Son escouade tient un carrefour à 5 km au sud du périmètre. Pas grand-chose à défendre, en réalité, une ferme, un mur de pierre, 2 Panzerfaust et l'ordre de surveiller la route. Personne ne s'attend à des Américains venant de cette direction. Les forces ennemies les plus proches sont censées être bien plus au sud, encore bloquées dans leur propre ligne près de la Sarre. L'officier du renseignement l'a dit hier lors du briefing. Il leur a montré une carte. Rien à craindre sur ce flanc. Le brouillard rend tout étrange. Les sons portent mal. On entend des choses qui n'existent pas. Hier, Müller a juré avoir entendu des chars et ils sont restés en alerte 1 heure pour rien. Juste des nerfs. Le froid, les nerfs et trop de café. Les vétérans disent que c'est normal, qu'au bout de quelques jours dans un brouillard pareil, on commence à entendre des fantômes. Le trafic radio est calme. Le haut commandement semble confiant. Ils interceptent les communications américaines. La garnison encerclée manque de munitions. Les médicaments sont épuisés. Bientôt, ils devront se rendre ou mourir de faim. Tout le monde le sait. Une question de jours, peut-être d'heures. Certaines unités sont déjà retirées pour se reposer. L'offensive est en avance sur le calendrier. Le chef de section de Ritter, le Feldwebel Coquet, revient du PC de la compagnie avec du pain et de la saucisse froide. Il dit qu'il pourrait être relevé demain pour quelques heures. Le brouillard est censé se lever d'ici le week-end. Quand il se lèvera, ils achèveront Bastogne et continueront vers l'ouest. On parle d'atteindre la Meuse. Certains soldats croient vraiment qu'ils pourraient gagner cette guerre. La nuit du 21 décembre passe lentement. Ritter et ses camarades se relaient pour la garde. 2 heures chacun, à scruter un brouillard qui ne montre rien. La température descend bien en dessous de 0. L'humidité transforme tout en glace. Du givre se forme sur les canons des fusils. On ne voit pas à plus de 10 mètres, peut-être 5. La route devant eux disparaît simplement dans le blanc. À l'aube du 22, rien n'a changé. Même brouillard, même froid, même ennemi invisible quelque part devant, qui n'a de toute façon aucune importance puisqu'il ne peut pas bouger par ce temps. Coquet fait du café sur un petit réchaud dans la ferme. Les hommes nettoient leurs armes plus par ennui que par nécessité. Quelqu'un lance une rumeur. Les Américains de Bastogne ont tenté une percée pendant la nuit et ont été massacrés. Personne ne sait si c'est vrai. Vers le milieu de la matinée, quelque chose cloche. Rien de précis, juste une impression que tout est différent. Le brouillard semble encore plus dense. Les sons sont bizarres. Ritter le fait remarquer à Coquet, qui lui dit d'arrêter d'être nerveux, mais Müller dit qu'il les entend à nouveau. Des moteurs. Tout le monde s'arrête. Écoute. Oui, c'est là. Faible, mais indéniable. Des moteurs lourds, plusieurs moteurs venant du sud. Coquet prend la radio. La compagnie ne répond pas. Il essaie le bataillon. Parasite. Il insiste. Enfin, quelqu'un répond, mais la liaison est épouvantable. Coquet signale un possible mouvement de véhicule au sud. La voix à la radio semble agacée. Lui ordonne d'arrêter de signaler chaque bruit dans le brouillard. Lui rappelle que le renseignement confirme l'absence de forces ennemies dans le secteur. Coquet insiste. La voix lui dit de tenir la position et de ne pas encombrer les fréquences. Les bruits de moteur se font plus forts. Plus de doute. Tout le monde les entend. Ce n'est pas 1 ou 2 véhicules. C'est un mouvement continu. Une colonne, peut-être plusieurs. Coquet reprend la radio. Cette fois, une autre voix. Celle-ci le prend au sérieux. Veut des détails. Coquet n'en a pas. Il ne voit rien. Juste du bruit qui se rapproche. La voix lui ordonne d'envoyer une patrouille pour confirmation visuelle. Coquet choisit 3 hommes, dont Ritter. Ils avancent vers le sud sur la route,
fusil prêt, les yeux grands ouverts dans le brouillard. 50 mètres, 100 mètres. Le bruit des moteurs est clairement plus proche, mais toujours rien à voir. Puis ils entendent autre chose. Des chenilles de chars, mais pas allemandes. Le rythme est différent. Ce sont des Sherman. Ils se figent. Le bruit est presque sur eux. Ritter réalise qu'ils sont allés trop loin, que ce qui arrive à les écraser. Coquet fait signe de repli. Ils font demi-tour et courent vers leur position, trébuchant sur la glace, essayant de rester discrets. Mais sachant que ça ne change rien, l'ennemi ne les voit pas non plus et ne s'arrêtera pas. Ils arrivent à la ferme essoufflée. Coquet saisit la radio. Chars en approche du sud. Multiples chars. Demande soutien d'artillerie. La voix répond. C'est impossible. Il n'y a pas de chars américains au sud du périmètre. Coquet hurle maintenant. Il sait ce qu'il a entendu. La voix répète. Tenez la position et attendez les ordres. Puis le premier obus tombe. Il explose à 50 mètres en deçà de la ferme. Puis un autre, puis une salve, qui remonte la route vers leur position. Quelqu'un tire à l'aveugle dans le brouillard, mais se rapproche à chaque salve. Ritter et son escouade se précipitent derrière le mur de pierre. La radio hurle. De multiples unités signalent des contacts tout le long des positions sud. Tout le monde entend la même chose. Des chars? Beaucoup de chars. Coquet reprend le bataillon. Voix différente cette fois. Celle-ci est stressée. Confirme des chars en approche de plusieurs directions. Pas encore de confirmation visuelle, mais les signatures acoustiques suggèrent au moins la force d'une division. Le bataillon essaie d'obtenir du soutien d'artillerie, mais la direction de tir est impossible sans visibilité. Ordre: tenir la position et engager toute cible qui émergera. Ritter vérifie son fusil pour la 10e fois. Charge un Panzerfaust, se place là où il peut voir peut-être 20 mètres de route dans le brouillard. Les bruits de moteurs sont partout maintenant. Pas seulement devant, mais sur les flancs aussi. Combien sont-ils? Le vacarme empêche de juger. Peut-être 20 chars. Peut-être 200. Muller est à la mitrailleuse. Ses mains tremblent, tremblantes, et pas à cause du froid. Il regarde sans s'escoquer pour chercher du réconfort, mais Coquet n'a rien à lui offrir. Le visage du Feldwebel reflète ce que tout le monde pense. On leur avait dit que ce secteur était calme. On leur avait dit que les forces ennemies étaient à des jours de distance. On leur avait dit que le temps rendait tout mouvement impossible. Tout ce qu'on leur avait dit est faux. Le premier char paraît comme un fantôme. L'instant d'avant, il n'y a que du brouillard. L'instant d'après, un Sherman est là, à 50 mètres, déjà en mouvement, déjà en train de dépasser la position avant que quiconque puisse réagir. Muller pivote avec la mitrailleuse, mais le char a déjà disparu, avalé par le brouillard. D'autres moteurs derrière lui, qui arrivent vite. Coquet hurle dans la radio. Char traversant la position. Impossibilité d'engagement. Demande soutien immédiat. La voix à la radio répond que tout le monde demande du soutien. Que la ligne défensive est attaquée sur un front de 10 km. Qu'il faut tenir la position et ne pas se replier sans ordre. Puis la radio se tait. Ils essaient pendant 5 minutes de rétablir le contact. Rien. Ils sont seuls. Coquet prend une décision. On ne peut pas arrêter des chars avec une seule mitrailleuse et 2 Panzerfaust. Les ordres sont de se replier sur la position secondaire, un village à 2 km au nord. Personne ne discute. Ils saisissent leurs armes et commencent à bouger. La route vers le nord est un chaos. D'autres unités sont déjà en repli. Des hommes de compagnies différentes, de bataillons différents. Tous se dirigent vers le nord en fuyant le bruit des chars. Personne n'a d'ordre. Personne n'a d'informations. Juste des rumeurs. Les Américains ont percé. Des centaines de chars. Des milliers de fantassins. Le flanc sud a disparu. Un officier tente d'arrêter la retraite. Un lieutenant que Ritter ne connaît pas se plante au milieu de la route et crie des accusations de lâcheté et de devoir. Quelques hommes s'arrêtent. La plupart continuent. Le lieutenant sort son pistolet. Puis ils entendent à nouveau les chars. Tout près, la détermination du lieutenant s'effondre. Il court avec les autres. L'escouade de Ritter atteint le village, le trouve déjà occupé par des traînards d'autres unités. Un Hauptmann tente d'organiser une ligne défensive, mais personne ne sait contre quoi on se défend exactement. Combien de chars? De quelle direction sommes-nous encerclés? Le Hauptmann n'en sait rien. La radio est toujours muette. Aucun contact avec le commandement supérieur. Aucun ordre. Juste attendre et se préparer. Les hommes creusent des positions de combat peu profondes dans le sol gelé. Installent des mitrailleuses couvrant les approches du sud. Sortent les Panzerfaust. Attendent.
Le brouillard reste impénétrable. On ne voit rien, mais on entend tout. Des moteurs de chars, des moteurs de camions, le bruit d'une formation massive qui avance vers le nord. Et par-dessous, des tirs d'armes légères. Éparpillés, désespérés. D'autres unités allemandes qui entrent en contact et meurent. Un estafette arrive du bataillon. Il a l'air épuisé. Il rapporte que l'attaque a commencé simultanément sur tout le secteur sud. Au moins 3 divisions américaines, peut-être plus. Elles ont enfoncé les positions initiales en moins d'1 heure. Les communications sont coupées sur la majeure partie du front. Les unités se replient en désordre. Personne n'a réussi à établir une ligne défensive cohérente. Le Hauptmann demande des nouvelles du soutien d'artillerie. L'estafette secoue la tête. L'artillerie ne voit pas les cibles. Les observateurs avancés sont morts ou hors de contact. Certaines batteries ont tenté de tirer au son, mais ont touché des positions amies. La plupart ont reçu l'ordre de cesser le feu jusqu'à ce que la visibilité revienne. Cela signifie qu'ils sont livrés à eux-mêmes. Ritter observe la route sud à travers une brèche dans un mur de pierre. Le brouillard se soulève peut-être 3 secondes. Il voit clairement. La route est pleine de chars. Des Sherman américains en longue colonne qui roulent vers le nord à bonne vitesse. Des half-tracks d'infanterie qui suivent. Puis le brouillard se referme et ils disparaissent. Mais il sait. Ils savent tous que ce n'est pas une simple reconnaissance ou une contre-attaque locale. C'est une armée. Dans l'après-midi du 22 décembre, la position de Ritter dans le village s'effondre sans même un contact ennemi. Des hommes continuent d'arriver du sud avec des nouvelles toujours plus graves. Positions submergées, officiers tués, compagnies entières dispersées. Les Américains ne s'arrêtent même pas pour réduire les points de résistance. Ils contournent les fortes positions et foncent vers le nord. Quelqu'un dit que Bastogne va être libéré. Quelqu'un d'autre affirme que c'est impossible, que ces chars viennent probablement de la garnison qui tente une sortie. Les discussions s'enflamment. Le Hauptmann les coupe en ordonnant le silence. Il essaie d'obtenir un contact radio avec n'importe qui. L'état-major de la division. N'importe qui capable de donner des ordres ou des informations. La radio grésille, mais les voix sont brouillées. Trop de trafic. Tout le monde essaie de rendre compte en même temps. Ritter n'a pas mangé depuis le matin. Il n'a pas dormi depuis 30 heures. Son esprit est lent. Tout semble irréel. Il y a 4 jours, il gagnait. Les Allemands avançaient. Les Américains reculaient. Et maintenant, d'une manière ou d'une autre, une armée américaine qui ne devrait pas exister roule vers le nord dans un brouillard qui ne devrait permettre aucun mouvement. Et tout le flanc sud se désintègre. Un Feldwebel d'une autre compagnie dit que les Américains ont déplacé une armée entière depuis la région de la Sarre en 2 jours. Impossible. Coquet répond qu'on ne peut pas déplacer autant d'hommes et de véhicules aussi loin aussi vite. Le Feldwebel hausse les épaules. Impossible ou pas, ils sont là. Quelqu'un suggère que c'est un largage aéroporté. Quelqu'un d'autre rétorque qu'aucun avion n'a volé depuis 3 jours. Les discussions tournent en rond parce que personne ne sait rien. Les bruits de chars se rapprochent à nouveau. Les Américains ont trouvé le village. Le Hauptmann ordonne le repli. Plus personne ne fait semblant qu'il s'agisse d'autre chose qu'une retraite. Les positions défensives qu'ils ont passé des heures à préparer sont abandonnées sans avoir tiré un coup de feu. Les hommes saisissent armes et matériel et repartent vers le nord. Le village suivant est déjà en feu quand ils y arrivent. L'artillerie américaine l'a trouvé point malgré le brouillard. Ou peut-être que des avions ont largué des bombes à travers la couverture nuageuse. Les maisons s'effondrent. Des corps dans les rues. Certains Allemands, certains civils. Personne ne s'arrête pour vérifier. Continuez vers le nord. Toujours vers le nord, loin du bruit des chars américains. La nuit tombe, mais le brouillard ne se lève pas. L'escouade de Ritter trouve refuge dans une grange à l'extérieur du périmètre de Bastogne. Ils sont à peine à 3 kilomètres de l'endroit où ils ont commencé ce matin. On dirait qu'ils ont reculé de 50. Enfin, contact radio avec le bataillon. Ce qu'il en reste confirme que l'approche sud de Bastogne est perdue. Les blindés américains ont percé. L'infanterie suit. Le corridor est en train de s'élargir. Les ordres arrivent. Reformer les unités, établir une nouvelle ligne défensive, préparer une contre-attaque. Mais personne n'y croit. On l'entend dans la voix de Coquet quand il transmet les ordres. On le voit sur le visage des hommes. Ils ne vont pas contre-attaquer. Ils vont continuer à reculer parce que les Américains avancent toujours et que rien ne les arrête. Le 23 décembre apporte de pires nouvelles. Le temps s'est éclairci pendant la nuit. L'aube révèle des avions américains qui remplissent le ciel. Chasseurs, bombardiers, avions de ravitaillement larguant des parachutes au-dessus de Bastogne.
Le seul avantage qu'avait l'Allemagne, le temps qui clouait au sol l'aviation ennemie, a disparu. Maintenant, les Américains voient. Maintenant, ils peuvent diriger leurs tirs. Maintenant, le ravitaillement atteint la garnison encerclée. Ritter observe depuis une lisière d'arbres tandis que des chasseurs américains mitraillent les positions allemandes au nord de sa position. Il voit des chars brûlés, des camions explosés, des hommes courir chercher un abri qui n'existe pas. Les attaques sont méthodiques, systématiques. Les Américains savent où se trouve chaque position allemande parce qu'ils voient tout depuis les airs. Un Oberleutnant arrive avec de nouveaux ordres. Ils sont réorganisés en un camp-groupe, un groupe de combat formé des restes de 4 compagnies différentes. Mission: bloquer l'avance américaine. Tenir à tout prix. L'Oberleutnant ne regarde personne dans les yeux en disant cela. Tout le monde sait ce que tenir à tout prix signifie quand on est en infériorité numérique et que l'ennemi domine le ciel. Cet après-midi-là, ils prennent position le long d'une crête. Ils peuvent voir l'avance américaine maintenant. Des colonnes de blindés et de véhicules qui s'étirent jusqu'à l'horizon. Des chasseurs bombardiers au-dessus qui assurent la couverture. L'artillerie qui ramollit les positions allemandes suspectées. Voilà à quoi ressemble une force écrasante. Voilà à quoi ressemble la défaite. La position de Ritter essuie le feu de chars américains opérant à 1 kilomètre. Impossible de riposter efficacement. Les Panzerfaust sont des armes à bout portant. Leur mitrailleuse est inutile à cette distance. Ils creusent plus profond et espèrent que l'artillerie les épargnera. Certaines positions ont moins de chance. Impact direct. Cri. Les infirmiers ne peuvent pas atteindre les blessés parce que tout ce qui bouge attire le feu. 26 décembre. Ritter est toujours en vie, même s'il a du mal à y croire. 3 jours de contact continu avec les Américains qui poussent vers le nord. Son camp-groupe, si on peut encore l'appeler ainsi, tient une position à l'est de l'axe principal américain. Ils sont coupés du commandement supérieur, à court de munitions. Plus de nourriture depuis la veille, mais vivants. De leur position, ils voient le corridor se former. Des véhicules américains circulant librement vers Bastogne. Camions de ravitaillement, ambulances, encore des chars, encore de l'infanterie. Le siège est levé. Même les officiers ne font plus semblant. L'objectif qu'ils étaient censés prendre, le nœud routier qui devait tomber en quelques jours, est en train d'être renforcé par une armée qui est apparue de nulle part. Coquet reçoit des nouvelles par un estafette. Le camp-groupe reçoit l'ordre de se replier vers l'est. Pas de contre-attaque, pas de résistance jusqu'au bout, juste repli avant d'être encerclé. L'estafette dit qu'à peine 20% des forces qui étaient au sud de Bastogne il y a une semaine sont encore opérationnelles. Le reste est mort, capturé ou dispersé. Toute l'opération sud a échoué. Le repli commence après la tombée de la nuit. En petits groupes, plus de véhicules, plus d'armes lourdes, juste de l'infanterie avec des fusils qui essaient d'atteindre les lignes allemandes à 10 km. Les patrouilles américaines sont partout. Des fusées éclairantes montent périodiquement, transformant la nuit en jour. Le groupe de Ritter se fige dans un fossé tandis que des half-tracks américains passent à 50 mètres. Des voix parlant anglais. Détendues, confiantes, le son d'une armée qui sait qu'elle gagne. Ils atteignent les lignes allemandes à l'aube du 27 décembre. Ce qu'il en reste, 6 hommes d'une escouade qui en comptait 12 au départ. La position défensive qu'ils atteignent est tenue par des hommes qui ont l'air tout aussi épuisés, tout aussi vaincus. Personne ne pose de questions. Tout le monde comprend. L'offensive est terminée. Les Américains l'ont arrêtée. Arrêtée avec des chars sortis du brouillard. Arrêtée avec une armée qui s'est déplacée plus vite que ce que la planification allemande jugeait possible. Ritter s'assoit dans un bunker, boit un café faible et essaie de digérer ce qui se passait. Il y a une semaine, ils avançaient. La victoire semblait possible. Hitler avait promis que cette offensive allait diviser les Alliés et renverser la guerre. Maintenant, ils sont revenus à leur point de départ, en moins de la majeure partie de leur puissance de combat. Et les Américains sont plus forts que jamais. Un unterofficier d'une autre unité parle du général américain qui a mené le secours, Patton. Ce nom ne dit rien à Ritter, mais apparemment il est célèbre. Agressif, rapide. L'interofficier dit que Patton a fait pivoter une armée entière de 90 degrés et attaquer dans un temps qui aurait dû rendre cela impossible. Que les Américains ont fait en 2 jours ce que la doctrine allemande estime prendre une semaine. Quelqu'un demande si l'offensive peut reprendre. Si des renforts arrivent. L'interofficier rit, pas cruellement, juste fatigué. Il dit « Regardez autour de vous. Voilà ce qui reste. Voilà tout ce qu'il y a. Les renforts ne viendront pas parce qu'il n'y a pas de renforts. L'Allemagne a tout jeté dans les Ardennes et les Américains nous l'ont renvoyé en pleine figure.
Cette nuit-là, Ritter écrit une lettre qu'il ne s'est jamais envoyée. Il essaie d'expliquer à sa famille en Allemagne ce que cela fait de savoir qu'on est du côté des perdants. Pas seulement perdre des batailles, mais perdre la guerre. On le voit à la façon dont les officiers parlent, à la façon dont les ordres arrivent sans conviction, à la façon dont plus personne ne croit à la propagande, point, et elle écrit sur le brouillard. Comment il se tenait dedans en se sentant en sécurité parce que la visibilité était nulle et que tout mouvement était impossible. Comment le bruit est arrivé d'abord. Des moteurs dans le brouillard, puis des formes, puis tout qui s'effondrait en quelques minutes. Comment on peut se préparer à une attaque qu'on voit venir, mais pas à une attaque qui surgit de rien. Quand on vous a dit qu'une attaque était impossible, il ne poste pas la lettre. Il la brûle. Les lettres sont censurées et il ne veut démoraliser personne. Mieux vaut les laisser croire à la propagande. Mieux vaut les laisser penser que la victoire est encore possible. Connaître la vérité n'aide pas. Ça rend juste l'attente plus dure. Janvier 1945. L'unité de Ritter a été reformée une fois de plus. Nouvelle désignation, nouveaux officiers, mêmes hommes vaincus. Ils sont retranchés à l'est des positions initiales des Ardennes, revenus là où l'offensive avait commencé un mois plus tôt. Le temps est toujours froid. Le brouillard va et vient, mais tout est différent maintenant. On l'entend quand les hommes parlent. La certitude a disparu. Avant Bastogne, même après des retraites et des défaites, il y avait toujours la croyance que l'Allemagne gagnerait d'une façon ou d'une autre. Meilleures armes, meilleure formation, meilleurs soldats. Maintenant, plus personne n'y croit. Les Américains ont prouvé qu'ils pouvaient se déplacer plus vite, combattre plus dur et coordonner mieux. Le mythe de la supériorité allemande est mort dans le brouillard au sud de Bastogne. Coquet essaie de maintenir la discipline, mais son cœur n'y est plus. Inspection des armes, vérification des positions, s'assurer que tout le monde reste vigilant. Mais quand l'artillerie américaine commence, tout le monde sait qu'il n'y a rien à faire sauf creuser plus profond et espérer. Quand les avions américains apparaissent, ils se cachent et attendent que ça passe. L'idée d'une défense agressive, de contre-attaque, de saisir l'initiative, tout cela a disparu. Ritter pense aux hommes qui ne sont pas revenus. Müller, la moitié de l'escouade, comment ils sont morts en combattant un ennemi qui ne voyait pas dans un brouillard censé les protéger. Comment toute l'opération Sud s'est effondrée en un jour parce que les forces américaines ont fait des choses que la planification allemande jugeait impossibles. Comment tout le renseignement, toute la doctrine, toute l'expérience n'ont rien valu quand la réalité n'a pas suivi le scénario. De nouveaux ordres arrivent. Une autre offensive est en préparation. Secteurs différents, nouveaux objectifs, présentés par les officiers comme une nouvelle opportunité. Personne n'est dupe. Chaque homme qui était à Bastogne sait maintenant à quoi ressemble la réponse américaine à une offensive allemande. C'est que les Américains peuvent se redéployer plus vite que ne le prédit le renseignement. C'est qu'ils peuvent attaquer dans des conditions qui ne devraient pas permettre d'opération. C'est que les avantages allemands de 1940 n'existent plus. Quelqu'un demande à Coquet ce qu'il pense de leur chance. Coquet ne répond pas tout de suite. Puis il dit honnêtement qu'il ne sait pas. Ça dépend du temps. Ça dépend des dispositions américaines. Ça dépend de 1000 facteurs que personne ne peut prédire. Mais son visage dit ce qu'il ne dit pas. Ça dépend de miracles. Ça dépend que les Américains commettent des erreurs qu'ils ne commettent plus. Ça dépend d'une réalité qui refuse de changer. Ritter monte la garde par une nuit froide de janvier. Le brouillard arrive à nouveau. Il écoute attentivement, guettant des bruits de moteur, n'importe quel signe que quelque part dans l'obscurité. Des forces américaines bougent parce que c'est ce qu'il a appris. On ne peut plus faire confiance au temps pour protéger. On ne peut plus faire confiance aux évaluations du renseignement. On ne peut plus faire confiance au fait qu'une attaque ne viendra pas simplement parce que la planification dit que c'est impossible. La guerre finira. Tout le monde le sait maintenant. La seule question est quand et combien de l'Allemagne sera détruite avant. La propagande promet encore des armes miracles et la victoire finale. Mais les hommes qui ont affronté des chars américains dans le brouillard savent mieux. Ils savent ce que ressent la défaite. Ça ressemble à se tenir dans la brume en pensant être en sécurité et à entendre des moteurs qui ne devraient pas exister. Ça ressemble à une certitude qui se dissout en quelques minutes. Ça ressemble à apprendre que tout ce qu'on vous a dit était faux. Coquet passe en ronde, demande s'il y a quelque chose à signaler. Ritter dit non. Tout est calme. Coquet hoche la tête et continue. Aucun des deux ne mentionne que calme ne veut plus dire sûr. Que les Américains ont prouvé qu'ils pouvaient attaquer dans des conditions impossibles quand tout le monde disait que c'était infaisable. Que le brouillard pouvait se lever à tout moment, révélant chars et infanterie. Et la fin. Ritter regarde sa montre. Encore 2 heures avant la relève. 2 heures à écouter le vent, le brouillard et le silence.
2 heures à se souvenir de ce matin-là où tout a changé. Le bruit qui grandissait dans le brouillard, les formes qui émergeaient, la ligne défensive qui s'effondrait, la victoire certaine qui se transformait en défaite inévitable le temps que des chars traversent la brume. Quelque part au sud, dans les champs et les villages où les combats ont eu lieu, il y a des véhicules brûlés et des tombes sans nom. Des soldats allemands morts en croyant qu'ils gagnaient. Des soldats américains morts en perçant. Tous consumés par une offensive censée changer la guerre, mais qui n'a fait que confirmer ce qui était déjà vrai. Le brouillard s'épaissit. La visibilité tombe à zéro. Ritter monte la garde dans un vide blanc et pense aux fantômes. Pas des fantômes surnaturels. Des vrais fantômes. Des chars américains surgissant de nulle part. Le fantôme de la confiance allemande. Le fantôme d'une victoire qui n'a jamais existé.